Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous. Océane reçoit aujourd'hui le docteur Sarfati, chirurgien plastique et esthétique à l'hôpital Gustave-Roussy et directeur du diplôme de reconstruction mammaire à l'université Paris-Saclay, pour parler des différentes techniques de reconstruction et éclaircir certaines croyances sur ce thème. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Bonjour, Dr Sarfati. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté de participer. Alors, si vous voulez bien, pour introduire le sujet auprès de nos auditeurs, on voulait d'abord vous demander un petit peu en termes de prévalence, ce que ça représente la reconstruction mammaire dans le contexte du cancer du sein. La reconstruction mammaire dans le cancer du sein, en fait, il y a deux volets. Il y a la reconstruction quand on fait des ablations partielles du sein, ce qu'on appelle les tumorectomies. Et dans ce cas-là, il y a plein de techniques de chirurgie plastique pour remodeler le sein et donc reconstruire ce défect partiel. Et il y a la reconstruction complète après mastectomie, donc ablation complète du sein. Globalement, en France, on est sur environ 20 000 mastectomies par an. Et on est sur une reconstruction pour 15 à 20% des patientes. Souvent par manque d'information, par manque de compétences, parce que les centres de reconstruction sont encore trop rares aujourd'hui et les chirurgiens formés à ces techniques aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye au maximum de former les nouvelles générations de la reconstruction mammaire et en particulier de promouvoir ce qu'on appelle la reconstruction mammaire immédiate. Dans le même temps opératoire, alors. Exactement. C'est possible seulement si on ne prévoit pas de radiothérapie immédiate, c'est ça? Alors, c'est super d'en parler parce que ça, c'est une ancienne croyance. Ah, d'accord. Effectivement, il y a quelques années, on se disait, s'il n'y a pas de radiothérapie ou pas de chimiothérapie, on peut faire une reconstruction mammaire immédiate. Oui. Aujourd'hui, c'est complètement faux. D'accord. Aujourd'hui, on peut proposer une reconstruction mammaire immédiate pour quasiment la totalité des patientes. Quel que soit le traitement après, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, c'est plus du tout un problème. Pourquoi? Parce que premièrement, les techniques ont évolué. Les techniques de mastectomie ont évolué. On a des tissus qui sont de bien meilleure qualité, qui résistent beaucoup mieux au risque de nécrose. On a aussi des techniques de radiothérapie qui ont complètement été révolutionnées en termes de radiothérapie hypofractionnée, en termes de conformation pour le design des rayons. Donc, on a beaucoup moins de complications. On a de nouveaux outils aussi comme les matrices, on pourra en parler tout à l'heure, qui permettent de justement proposer à la majorité des patients une reconstruction mammaire immédiate. Et il faut le faire parce qu'on sait très bien malheureusement que les reconstructions mammaires secondaires, la qualité de ces reconstructions est toujours moins bonne que la reconstruction mammaire immédiate. Parce que si on fait une reconstruction mammaire immédiate, on va garder un maximum des tissus. On va garder la peau. Maintenant, on garde même de plus en plus l'aréole, même en cas de cancer. Et ça, c'est la vraie révolution. Oui. Et donc, comme on sait que c'est la peau qui fait la forme du sein, et ben, si on fait une reconstruction mammaire immédiate, la qualité de cette reconstruction sera bien meilleure que son secondaire. Du coup, on garde l'aréole la plupart du temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des circonstances dans lesquelles on ne peut toujours pas la garder? On ne peut pas la garder dans deux circonstances. Premièrement, pour des risques vasculaires. Si, par exemple, l'aréole est trop basse, et dans ce cas-là, c'est difficile de remonter le sein et en même temps faire la mastectomie. Les risques de nécrose sont très importants. Et aussi, si le cancer est trop proche de l'aréole. Et donc, c'est pour ça que quand on fait une mastectomie, on va identifier sur la pièce de mastectomie la zone rétro-aréolaire et on va demander à la napathe d'analyser spécifiquement cette zone. Si cette zone est saine, on va pouvoir garder l'aréole. À quelle distance à peu près? C'est juste, il ne faut pas qu'il y ait de cancer sur la zone qui est derrière. Immédiatement derrière, voilà. alors. Au niveau imagerie, en général, on se laisse entre 1 et 2 cm de l'aréole. D'accord. Mais au niveau anapathe, si la zone rétro-aréolaire est saine, on peut garder l'aréole. Si malheureusement elle est envahie, secondairement, on proposera à la patiente de retirer l'aréole. Mais ça, c'était vraiment la vraie révolution de ces dernières années, de pouvoir garder les aréoles, non pas qu'en prophylactique, mais aussi pour les cancers. Oui, c'est vrai que moi, du coup, qui ne suis plus tellement un jour, j'avais suivi aussi, on enlevait souvent l'aréole. C'est terminé. Très bien. Et c'est pour ça que la reconstruction mammaire immédiate s'est développée, parce qu'on ne peut pas faire une mastectomie en gardant l'aréole sans faire de reconstruction. Parce qu'il y aura un excès de peau trop important, ça ferait quelque chose de pas terrible en termes d'esthétique. Oui. Si on garde toute la peau et qu'on garde l'aréole, il faut remplir cette poche qui a été vidée. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour la reconstruction mammaire immédiate. Est-ce qu'on peut vous demander quelques mots d'ailleurs sur les techniques de reconstruction, celles qui existent, et quand est-ce qu'on en préfère une versus l'autre? Schématiquement, il y a deux grandes familles de reconstruction. La reconstruction par prothèse, donc ça c'est un corps étranger. Elles ont l'avantage d'être
en général plus simples, mais qui apportent une reconstruction qui est plus rigide et moins naturelle et qui nécessite souvent plus de symétrisation. Et il y a la reconstruction qu'on appelle autologue, avec les propres tissus de la patiente, qui peuvent être donc des tissus qui sont prélevés au niveau de la graisse, des muscles, de la peau, et mis au niveau du sein. C'est ce qu'on appelle les lambeaux, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, le lambeau de grand dorsal, le lambeau de Dieppe, au niveau du ventre, par exemple, et on va transférer ces tissus avec leur vascularisation sur le sein. Et enfin, il y a la dernière technique qui a aussi été une vraie révolution de ces dernières années, mais qui malheureusement n'est pas encore pour tout le monde, c'est la reconstruction uniquement par injection de graisse. Et concernant les prothèses, vous avez parlé de problèmes de symétrisation. Pourtant, on imagine qu'elles font toutes les deux les mêmes tailles. Donc, c'est la différence naturelle entre les volumes des deux seins des dames, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est très, très particulier. Ça dépend vraiment de l'anatomie de chaque patiente. Mais quand on fait une reconstruction avec une prothèse, on a rarement un tombé aussi naturel que l'autre sein. Souvent, le sein est un peu vide à la partie supérieure, avec une prothèse, c'est un décolleté un peu plus bombé. Et donc, si la patiente souhaite une meilleure symétrie, on a souvent besoin de faire une petite augmentation mammaire de l'autre côté par prothèse. Mais ça, c'est au cas par cas et c'est uniquement quand la patiente le souhaite. D'accord. Et concernant les prothèses, du coup, il existe plusieurs choix. Vous orientez votre choix de quelle manière? Les prothèses, elles ont été souvent décriées, mais aujourd'hui, c'est quand même la technique la plus utilisée en France et on n'a pas vraiment d'autres solutions à part des choses qui sont un peu engageantes pour la patiente, des cicatrices en plus sur le corps comme les lambeaux. Donc, on continue à utiliser les prothèses et on va continuer à les faire. Il y a plein de types de prothèses. Il y a d'abord au niveau de la forme, il y a les prothèses anatomiques et les prothèses rondes. Les prothèses anatomiques, c'est celles qui sont en forme de gouttes. Elles ont été interdites, en particulier celles qui étaient macrotexturées, parce que la texture entraînait chez certaines patientes ce qu'on appelle de lymphome anaplasique à grande cellule. Ça a paru dans les médias il y a quelques années. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas d'indication à changer les prothèses de façon systématique pour les patientes qui les ont aujourd'hui, mais elles sont à surveiller. Les signes de lymphome anaplasique à grande cellule, c'est un sein qui gonfle, une masse qui apparaît. Et dans ce cas-là, il faut faire une IRM et faire des prélèvements. Donc, ces prothèses-là ont été interdites. Et maintenant, on a des prothèses anatomiques microtexturées. Mais à mon sens, la microtexture n'est pas suffisante pour empêcher la prothèse de tourner. Donc, moi, aujourd'hui, j'utilise plutôt des prothèses rondes et lisses pour justement ne plus avoir de problème de texture. Et du coup, éventuellement, vous rectifiez avec de la graisse. Exactement. Oui. Le lipofilling, donc l'injection de graisse qu'on appelle le lipofilling, ça a complètement transformé la reconstruction mammaire par prothèse. Avant, on mettait la prothèse et puis on n'avait pas d'autre solution. On avait donc la prothèse qui était parfois un peu visible. Et c'est vrai que l'injection de graisse a permis autour de la prothèse d'injecter de la graisse pour faire disparaître les plis et améliorer la reconstruction. D'ailleurs, grâce au lipofilling aujourd'hui, on ne met plus la prothèse derrière le muscle, mais pour la grande majorité des patientes, on met la prothèse devant le muscle. On fait de la reconstruction mammaire pré-pectorale. Et pourquoi alors? C'est quoi l'avantage du pré versus post-pectoral? Alors, avant d'utiliser le muscle pectoral, parce qu'on voulait, entre guillemets, protéger la prothèse. On se rend compte que finalement, le muscle pectoral ne protège rien parce qu'il ne va pas couvrir la partie inférieure de la prothèse. Donc, en fait, ce muscle pectoral était plutôt là pour cacher la prothèse. Mais maintenant, grâce à la graisse, on peut rajouter cette couche en plus de tissu qui vont permettre justement que la prothèse ne soit pas visible. L'avantage de mettre la prothèse devant le muscle, c'est beaucoup moins douloureux. Il n'y a pas de ce qu'on appelle d'animation du sein, c'est-à-dire que quand la prothèse était derrière le muscle et la patiente contractait le muscle, souvent la reconstruction bougeait, donc c'était pas très esthétique, ça gênait la patiente. Et aujourd'hui, on a une vraie révolution avec ces prothèses qu'on met devant le muscle, qui ont des meilleurs aspects esthétiques et un meilleur confort pour les patientes. Et d'un point de vue du temps opératoire, j'imagine que par prothèse, on arrive à être un petit peu plus rapide que pour tout ce qui est lambeaux, etc. On est largement plus rapide. Une reconstruction mammaire immédiate par prothèse, une fois que la mastectomie est faite, montre en main, c'est moins de 10 minutes. On est vraiment sur quelque chose de très très simple. Le plus difficile, c'est de mettre la bonne indication. Et la clé d'une bonne reconstruction, c'est pas tant la prothèse, c'est la façon dont on fait la mastectomie. Et ça aussi, c'était une vraie révolution, une vraie discussion entre les plasticiens et les chirurgiens scénologues pour essayer de diminuer au maximum le risque de nécrose de la peau et surtout de faire des mastectomies un peu différentes. C'est-à-dire que chez certaines patientes, la glande n'est pas au contact de la peau. Et on n'est pas obligé de laisser des lambeaux très très fins après une mastectomie, en voulant absolument être complet. Parfois, il y a des patientes qui ont 1-2 cm de graisse sous la peau. Et en suivant bien le plan de la mastectomie, on peut très bien laisser un peu de graisse sous la peau sans augmenter le risque de récidive. Et ça a permis, premièrement, de diminuer au maximum le risque de complications,
les risques d'infection, les risques de nécrose, d'exposition de prothèses, et surtout de permettre des prothèses, des reconstructions devant le muscle avec un tissu de bonne qualité. D'accord, donc finalement, il faut mieux laisser un petit peu de graisse. Il faut mieux, bien sûr, en conservant une efficacité thérapeutique maximale. Il n'est pas question de prendre un risque en laissant de la glande pour un résultat esthétique. Pas de la glande, mais la graisse, oui, même au ras de la glande, c'est ça, il n'y a pas Exactement. Oui. Exactement. Super. Et est-ce qu'il y a d'autres critères un petit peu de choix de prothèses qui peuvent intervenir? En fait, souvent, les patientes nous demandent parfois d'augmenter la poitrine. Il faut faire attention parce que on peut pas se permettre de mettre trop de volume, parce que si on met trop de volume, on va appuyer sur la peau et donc on va augmenter le risque de nécrose. Donc il faut vraiment être prudent là-dessus et plutôt changer la prothèse en second temps plutôt que vouloir tout de suite augmenter la poitrine. Les prothèses qu'on utilise sont des prothèses en silicone qui ont un jet de silicone, c'est-à-dire que les prothèses en sérum physiologique ne sont plus commercialisées en France. Donc c'est plus la peine d'en chercher, il n'y en a plus. Et donc, elles sont en silicone, elles ont un gel qui est extrêmement souple et qui permet d'obtenir de très bons résultats. Les changer, effectivement, c'est nécessaire. Mais par contre, les changer tous les 10 ans, c'est une légende urbaine. C'est-à-dire que c'est marqué partout. Enfin, c'est marqué, et c'est surtout les gens qui collent pas cette information, c'est faux. On change la prothèse quand il y a un problème. Une nouvelle prothèse peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. On les change quand il y a un souci. Et c'est pas plus difficile d'extirper une prothèse une fois qu'elle a rompu ou qu'il y a un souci justement que de manière prophylactique? Bien sûr, c'est un peu plus difficile, mais ça ne justifie pas le fait d'être opéré tous les 10 ans. Si quelqu'un a des prothèses bilatérales, que ce soit pour une symétrisation ou parce que c'était prophylactique, si vous enlevez une prothèse vous changez une prothèse qui a présenté un souci, vous changez les deux de manière systématique. Systématique, exactement, oui. Pour que les prothèses aient le même âge en fait. D'accord. Et concernant cette nécrose cutanée sur prothèse, si on respecte du coup cette idée de la taille, de prendre une taille raisonnable, etc., surtout pour la première intervention, on parle de quelle fréquence de complications? Ça dépend des équipes. Non, malheureusement, ça dépend des équipes, ça dépend de la fréquence dont c'est fait aussi. C'est sûr que les équipes qui en font très régulièrement ont beaucoup moins de nécrose. Mais finalement, c'est pas tant la prothèse qui va faire nécroser. Ce qui va faire nécroser, c'est la façon dont on fait la mastectomie. Est-ce qu'on utilise plutôt l'infiltration et des ciseaux qui va permettre de préserver les plexus sous-dermiques pendant la mastectomie, ou alors si on fait la mastectomie au bistouri électrique au ras du derme. Donc tout ça, en fait, ce sont toutes des techniques qui ont vraiment permis de diminuer au maximum le type de nécrose. Il y a des nécroses, certaines équipes, elles sont entre 10 et 15%, d'autres équipes, elles sont entre 2 et 3%. Ça dépend aussi du choix de la patiente, bien sûr, des facteurs environnementaux, il faut que la patiente arrête de fumer, et on sait que l'obésité et les volumes importants augmentent le risque de nécrose, donc c'est aussi la sélection des patientes. Du coup, vous faites la mastectomie au ciseau? On fait la mastectomie au ciseau. C'est passionnant. On fait la mastectomie au ciseau depuis quelques années et ça a transformé vraiment le taux de nécrose. En fait, on infiltre les tissus d'abord au sérum adrénaliné pour en fait déployer le plan de dissection et surtout limiter le saignement. Oui. Et on fait la mastectomie au ciseau. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus conservateur pour la vascularisation des lambeaux cutanés. Et en termes de saignement, du coup, vous n'avez pas des pertes plus... Non, pas du tout. D'accord, mais on s'attendrait un peu. Grâce à l'adrénaline, non, justement. D'accord, super. Parfait. Bon, merci beaucoup, Dr Sarfati. C'était un super épisode. Écoutez, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.